Ok, on doit être bon. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous voir réunis pour cette table ronde aujourd'hui. Eh bien, on va pouvoir commencer. Les gens se connectent petit à petit, c'est parfait. Ravi donc de vous avoir avec nous en ce début d'après-midi. L'idée, c'est de vous faire part de ce produit qu'on a développé, de la manière dont il peut être mis en place, des enjeux aussi qu'il y a autour de la gestion des déchets. Et vous aurez un petit cadeau à la fin. On vous laissera repartir avec un extrait du jeu que vous pourrez tester librement quand vous le souhaiterez. Sur le format, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, donc vous avez en bas à droite la possibilité, un chat pour échanger, mais également la possibilité de poser des questions en live. N'hésitez pas, ce format de webinaire, on le fait en général sans forcément laisser spécialement de temps de questions-réponses à la fin, mais on va plutôt prendre les questions au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur l'onglet dédié. Comme ça, on pourra traiter ça au fil de nos échanges. Euh, pour commencer, je te laisse, Catherine, la main pour te présenter et nous dire ce que tu fais chez Suez. Donc, Catherine, tu as la main pour passer les slides. Donc Ok. Bonjour, donc je suis Catherine Pradels, je suis directrice du développement durable de l'activité déchets de Suez en France. Ça fait 19 ans que je travaille chez Suez, toujours dans l'activité déchets et depuis 6 ans dans le développement durable. Nos sujets, c'est de mettre en œuvre la feuille de route développement durable du groupe Suez autour des axes climat, nature et social et d'accompagner nos commerciaux au sens large dans l'intégration du développement durable dans les offres que nous faisons à nos clients, que ce soit des collectivités ou des entreprises, et aussi d'acculturer l'ensemble des collaborateurs aux différents sujets de développement durable à travers notamment des formations, mais aussi l'animation de réseau, etc. Voilà vite fait. Et donc Suez, c'est un groupe qui a deux activités principales, l'eau et les déchets. Et donc comme je disais, moi je suis dans l'activité de déchets. Les chiffres ne sont pas tout à fait à jour. On est plutôt à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 40 000 collaborateurs dans le monde, dans une quarantaine de pays, effectivement, avec les métiers liés à l'assainissement, à la production d'eau potable et à la gestion des déchets dans son ensemble. Bien, merci Catherine. Et pour ma part, donc moi je suis Anthony Mollet, je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 5 ans. Et notre job chez Civitime, c'est d'aider les entreprises et les organisations à engager leurs parties prenantes dans le développement durable. Avec une particularité qui est la nôtre, c'est que pour faire ça, on va utiliser le jeu. Notamment, on va utiliser en tout cas ce qu'on appelle la gamification, donc des solutions collaboratives, interactives et ludiques pour ancrer les messages et stimuler les collaborateurs et faire en sorte qu'ils aient envie de s'engager dans le développement durable. Donc à la base, moi, je suis ingénieur d'affaires en développement durable. Je travaillais pendant 5 ans dans une filiale d'Engie avant de créer Civitime. Et aujourd'hui, Civitime, c'est une vingtaine de collaborateurs. On est, comme vous pouvez le voir, on est certifié B Corp. On accompagne une centaine de clients en France, à l'étranger, dans le déploiement de leur stratégie RSE et sur vraiment tous les sujets liés au développement durable. Donc, aussi bien les sujets environnementaux que les sujets sociaux et sociaux. Et donc, pour faire ça, on a à peu près une centaine de contenus sur étagère, dont le jeu qu'on va vous présenter fait partie. On a une centaine de jeux sur étagère à disposition de nos clients pour sensibiliser les collaborateurs sur ces thématiques-là. Ce sont systématiquement des jeux qui sont collaboratifs, puisqu'on appuie beaucoup sur le fait de vouloir créer une dynamique collective dans l'entreprise autour de ces thématiques-là. Et donc, on a ces outils disponibles en plusieurs langues et adaptés en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur le produit en tant que tel qu'on a imaginé avec Suez, on voulait vous faire un petit tour d'horizon, on va dire, sur les enjeux liés à la gestion des déchets et ce que ça représente aujourd'hui en France notamment. On va surtout parler de tri. Donc, pourquoi une entreprise doit-elle trier ses déchets? C'est d'abord une question de réglementation, une question de loi. Vous avez sûrement entendu parler de la loi AGEC ou du décret 5 flux devenu le décret 7 flux.
Donc aujourd'hui, les entreprises sont dans l'obligation de trier à minima le bois, les métaux, le papier carton, les plastiques et le verre. Ça, c'est le décret 5 flux. Auquel s'ajoutent pour les entreprises concernées les gravats et le plâtre. Et puis, on a ce qu'on appelle les biodéchets, issus notamment des déchets alimentaires, qui vont devenir obligatoires pour tous les producteurs à partir de 2024, mais qui sont déjà obligatoires pour une partie des producteurs, et c'est monté crescendo depuis 2012, en fonction du niveau de production. Mais moi, je travaille dans une direction de développement durable, donc je suis venue surtout vous parler de responsabilité. La réglementation, c'est un socle, c'est indispensable, mais si on parle de tri des déchets et pourquoi on doit trier ces déchets, c'est avant tout un sujet de responsabilité des entreprises vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis du climat et vis-à-vis des ressources. Je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur la biodiversité parce que ce sujet est un petit peu moins connu. Donc, pourquoi il faut-il protéger la biodiversité et surtout en quoi le tri des déchets et la valorisation des déchets contribuent à la protection de la biodiversité. D'abord, la biodiversité, c'est la vie. Derrière le mot biodiversité, il y a la diversité des espèces, y compris l'espèce humaine, y compris nous sommes une espèce à part entière, et la diversité des individus au sein de chaque espèce, c'est ce qu'on appelle la diversité génétique, et c'est ce qui fait que nous sommes tous différents et nous sommes tous surtout uniques. Et il y a aussi la diversité des milieux naturels, la diversité des écosystèmes comme la forêt, le fleuve, mais ça peut être aussi une plaine, une mare au fond du jardin, etc. Alors, les espèces et les écosystèmes nous apportent de nombreux services qui s'appellent des services écosystémiques, du mot écosystème. Par exemple, des services d'approvisionnement sont les plus connus, les plus intuitifs. C'est les aliments qui nous permettent de nous nourrir, c'est les matériaux qui permettent de construire des maisons, de construire des habitations, c'est aussi les matières qui permettent de nous vêtir, le coton, la laine, etc. Et aussi, par exemple, les combustibles pour se chauffer. Mais la biodiversité subit des pressions du fait des activités humaines. Et aujourd'hui, nous sommes face à ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler si vous avez déjà entendu ce terme, ou la 6e grande extinction. Et ce qui veut dire que cet effondrement ferait que la biodiversité ne serait plus en capacité de nous fournir les services qu'on a vus précédemment, donc notamment l'approvisionnement en nourriture ou en matière et matériaux pour nous vêtir et nous loger. Et donc, ce serait un petit peu embêtant, évidemment, pour nous, puisque ce sont des services essentiels. Donc, il y a plusieurs types de pression sur la biodiversité. On ne va pas forcément faire le tour de tout, mais la première pression, c'est la destruction des habitats, et c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Là, vous voyez une mine de fer. Vous voyez, c'est très, très grand. Au fond, il y a de la forêt, et donc, pour construire cette mine de fer, il a fallu déforester, il a fallu défricher, etc. Et donc, détruire tout ce qui vivait à cet endroit pour pouvoir creuser cette mine. Et ce qui est vrai pour la mine de fer est vrai pour le reste des matériaux dont on a besoin. La destruction des milieux naturels pour extraire, les matières premières dont on se sert, c'est le premier facteur de destruction de la biodiversité. Donc, avec un raccourci très court, plus on va trier, plus on va recycler, moins on aura besoin d'aller chercher des matières premières dans la nature, et donc moins on mettra de pression sur la nature. Enfin, c'est un petit raccourci, mais c'est un vrai raccourci quand même. Ensuite, parmi les autres facteurs, il y a le changement climatique. Le changement climatique, évidemment, n'affecte pas que nous. Il n'affecte pas que l'espèce humaine. Il affecte toutes les espèces. Et quand il fait trop chaud quelque part, nous, on a du mal à respirer, à survivre. On n'est pas les seuls, en fait. Les plantes, les animaux doivent s'adapter aussi à ce milieu, voire migrer parce qu'il fait trop chaud ou que l'océan est trop chaud. C'est vrai aussi, évidemment, pour le milieu marin. Quand il y a un incendie géant, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est évidemment toutes les espèces qui vivent sur ce terrain-là qui sont impactées et qui sont détruites. Et la difficulté, le problème de la perte de biodiversité, c'est pas seulement la disparition des espèces qui existent depuis la nuit des temps, mais c'est surtout la disparition des populations à l'intérieur de chaque espèce. C'est-à-dire qu'il y a moins d'individus par espèce, donc moins de services rendus. Donc le réchauffement climatique a une incidence aussi sur la biodiversité.
à travers ce qu'on vient d'expliquer. Et puis, le dernier exemple que je vais prendre, c'est un exemple qui est très connu, c'est le plastique. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million d'oiseaux qui mangent du plastique en une année. On estime qu'en 2050, c'est 99% des oiseaux qui auront mangé du plastique. Et donc, à la fois le problème de l'ingestion du plastique par les oiseaux, mais pas que les oiseaux, évidemment. On connaît aussi le sujet des mammifères marins, et pas que les mammifères d'ailleurs. Le plastique, c'est une pollution pour l'environnement qui a des conséquences directes sur les milieux naturels. Donc, vous voyez, en faisant un petit tour d'horizon assez rapide, on se rend compte que, encore avec des raccourcis, trier ses déchets, donc préserver les ressources fait qu'on va préserver les écosystèmes et la biodiversité. Donc, c'est quand même assez important d'avoir ça en tête. L'autre sujet, c'est le climat. C'est un de nos grands sujets. Là, c'est assez simple. Comment le tri des déchets contribue à la préservation du climat, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est très simple. Quand on trie ces déchets, vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'écran. Ils vont dans un centre de tri et ensuite ils sont conditionnés par différentes matières, par type de matière. Le fait de trier les déchets, dans un centre de tri et puis les envoyer en filière de valorisation, ça utilise assez peu d'énergie, ça utilise surtout de l'électricité. Et en France, comme vous le savez, l'électricité est assez décarbonée. Donc, trier vos déchets dans un centre de tri en France va faire que vous allez produire assez peu de gaz à effet de serre, vraiment très très peu. En revanche, si au lieu de mettre vos plastiques ou vos métaux dans une poubelle de tri et que vous les mettez dans la poubelle tout venant, je ne vous parle même pas de les mettre dans la nature, ça on vient d'en parler, et vous les mettez dans une poubelle tout venant, là qu'est-ce qui va se passer? Vos déchets, que ce soit donc, des métaux, des plastiques, des biodéchets, enfin, tout ce qu'on a vu précédemment, vont aller soit dans une filière d'incinération avec production d'énergie, soit en stockage de déchets, en enfouissement. Et là, dans les deux cas, en fonction de la nature du déchet, il va y avoir beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui sont produites. C'est un phénomène naturel, enfin physique. Quand on brûle une matière, en se consumant, elle libère le carbone. La combustion, c'est encore une fois un phénomène physique, libère le carbone qui est contenu dans la matière qui brûle. Donc, le fait d'incinérer les déchets produit des émissions de gaz à effet de serre. Après, le fait de brûler les déchets permet aussi de produire de l'énergie. Donc, il y a une valorisation quand même. Pour autant, le tri des déchets, les matières qui sont valorisables au niveau des matières, donc les matières qu'on peut trier, qu'on peut recycler, sont bien mieux loties dans une filière de tri et de recyclage que dans une filière d'incinération ou de stockage des déchets. Donc, on a un double effet. C'est à la fois les installations de valorisation des déchets émettent moins de gaz à effet de serre, et l'autre effet, c'est qu'en utilisant des matières premières de recyclage, on va évidemment se substituer aux matières premières qu'on sera allé chercher dans la nature. Et comme je vous disais tout à l'heure, non seulement ça abîme la nature, mais en plus, le fait d'extraire les matières premières utilise beaucoup d'énergie. Ça utilise beaucoup d'autres choses et notamment beaucoup d'eau. Mais là, on va parler d'énergie puisqu'on parle de climat. Et donc, c'est cette énergie fossile dans la plupart des cas, puisque les matières premières sont souvent dans des pays qui utilisent des énergies fossiles. Donc, ces matières premières, leur extraction, va faire qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui vont être. Donc, double effet positif, c'est à la fois le processus de valorisation émet moins, et en plus, on évite les émissions liées à l'extraction des matières. Donc, on a vraiment tout intérêt, du point de vue du climat, à trier ces déchets. Et évidemment, d'un point de vue des ressources, mais là, c'est ce qui est le plus intuitif, évidemment, le tri contribue à la protection de la biodiversité. Pardon, il y a une petite coquille sur le slide. Le tri contribue évidemment à la protection des ressources. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du jour du dépassement. Cette année, c'était le 2 août. Le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel les activités humaines, l'humanité, a consommé toutes les ressources qui pouvaient être régénérées en un an. Autrement dit, il nous faudrait une planète 3/4 pour régénérer tout ce qu'on consomme en un an. Donc, ça nous montre qu'en quelque sorte, nous vivons à crédit sur les ressources. Et sur la durée, c'est difficilement viable. Et heureusement, il y a des solutions. Il y en a une notamment qui s'appelle l'économie circulaire. Vous en avez probablement déjà entendu parler. L'économie circulaire,
on en voit la représentation sur la partie droite, c'est un schéma de l'ADEME, et c'est un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on était dans l'économie linéaire, c'est-à-dire je produis, je consomme, je jette, et je pars du principe que les ressources sont infinies. Or, les ressources ne sont pas infinies, on s'en rend de plus en plus compte. Aujourd'hui, il faut aller creuser beaucoup plus profond et pour trouver des matières et moins concentrées. Donc, ça nous pose quand même un vrai problème d'extraction. Et alors que l'économie circulaire nous propose donc un nouveau modèle qui est je produis en utilisant moins de ressources et en utilisant des ressources plus durables. Je consomme moins de ressources dans mon mode de consommation, notamment j'allonge la durée de vie des produits, par exemple. Et au lieu de jeter tout, je régénère les ressources et j'accentue le recyclage et le réemploi. Donc là, on est dans le tri plutôt dans une vocation recyclage, mais évidemment, le réemploi, c'est une autre façon de valoriser ces matières et c'est très, très bien. Évidemment, au milieu de tout ça, encore une fois, ce qui sous-tend tout ça, c'est je génère moins de déchets. On est tous pour la réduction des déchets. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue sur le sujet. Un dernier petit message. Je peux vous garantir que quand vos déchets sont dans une poubelle de tri, ils vont vraiment suivre un parcours de valorisation matière, parce qu'on entend souvent, oui, mais quand on trie, tout est mélangé. C'est pas vrai. Quand vous avez affaire à des opérateurs sérieux, et la plupart des opérateurs sur le marché sont des gens sérieux, une fois que le geste du tri à la source est fait, c'est-à-dire le geste que vous faites vous dans vos entreprises, à la maison aussi, mais dans vos entreprises, une fois que vous avez mis dans la bonne poubelle, à l'arrivée, vous pouvez être sûr que votre déchet il sera valorisé comme il faut en fonction de sa nature et en fonction des différentes filières de valorisation qui existent. Donc, c'est important, vous l'avez compris, il faut qu'on ait une nouvelle vision des déchets et du tri pour pouvoir recycler au maximum. Et on l'a bien vu, le recyclage, c'est quand même la réduction des déchets et le recyclage, c'est quand même ce qui va faire de mieux à la biodiversité, au climat et aux ressources, et donc à nous. Ah oui, un dernier petit slide, mais alors là, vite fait, c'était juste pour vous rappeler, voilà la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc, vous voyez, on part de la prévention, on va au réemploi. La prévention, c'est j'évite de produire des déchets. Le réemploi, c'est je réutilise le déchet de la même façon que son usage, pour le même type d'usage que ce pourquoi il a été créé. Et après, une fois qu'on est passé dans le statut de déchet, on a d'abord le recyclage, et ça, c'est matière ou organique. Ensuite, on va parler de valorisation énergétique. Et enfin, l'élimination, c'est le stockage des déchets. C'est d'ailleurs un mode de traitement de déchets qui est voué à fortement réduire et probablement à disparaître à terme. Mais on a des obligations de réduction tous, collectivement, sur le stockage des déchets. Donc voilà, la hiérarchie. Donc à partir du moment où vous avez un déchet, évidemment, évitez de produire des déchets. Et à partir du moment où vous en avez un, il faut penser d'abord recyclage. Super, merci Catherine pour la piqûre de rappel ou pas d'ailleurs sur ce sujet lié au tri des déchets. Et quoi de mieux que la semaine européenne de la réduction des déchets pour essayer de communiquer autour de cette thématique-là. Je pense que ceux qui sont autour de la table aujourd'hui sont plus ou moins déjà convaincus ou acquis à la cause ou déjà sensibles sur ces sujets-là. Et que probablement pour certains d'entre vous, votre enjeu, c'est mais ok, comment je fais maintenant pour embarquer un maximum de collaborateurs sur la gestion des déchets parce que finalement, tout le monde doit être acteur, sinon ça ne marchera pas. Et donc, effectivement, pour faire ça, on a la semaine européenne de la réduction des déchets, donc qui va se dérouler du 18 au 26 novembre, et qui est l'occasion idéale pour mener des actions de sensibilisation auprès de vos différentes parties prenantes, et notamment des collaborateurs. Et donc, c'est pour faire ça, la transition est toute trouvée, que avec Suez, on a créé donc, le jeu Valorisons. Valorisons, c'est un jeu qu'on a construit dans un premier temps pour sensibiliser les collaborateurs au tri, à la gestion des déchets et au tri des déchets. En fait, l'approche de Civitime, notre approche, c'est la suivante. On se dit que pour engager un collaborateur dans la durée sur un projet de transformation, sur une politique de développement durable, il y a 4 étapes qui sont indispensables. Et là, la première étape, on va être vraiment sur la partie sensibilisation, c'est-à-dire faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux
et nous sommes confrontés en termes de gestion des déchets. C'est globalement les informations que vient de nous transmettre Catherine et qu'on va présenter de manière différente auprès du collaborateur. Une fois qu'on aura fait ça, la deuxième étape, ça va plutôt être la phase d'adhésion. C'est-à-dire, OK, cher collaborateur, on t'a expliqué les enjeux liés à la gestion des déchets. Maintenant, regarde ce que l'entreprise met en place pour répondre à ces enjeux-là. Donc, on va plutôt être sur une phase d'adhésion. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le collaborateur approuve ce que l'entreprise veut mettre en place. Troisième étape, l'implication. Concrètement, comment, en tant que collaborateur, tu peux être acteur de notre politique de gestion des déchets, de type de déchets. Et la dernière étape, c'est la phase de valorisation. C'est l'étape ultime. Et l'objectif, c'est de faire de nos collaborateurs des ambassadeurs de cette thématique-là auprès des parties prenantes internes, mais également auprès des parties prenantes externes. Donc, comment on fait pour embarquer un maximum de collaborateurs? Nous, le parti pris qu'on a chez Civitime, c'est d'utiliser la gamification pour faire ça. La gamification, qu'est-ce que c'est? La gamification, c'est tout simplement le fait de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. Et c'est vraiment le parti pris qu'on a chez Civitime, c'est de se dire que aujourd'hui, en entreprise, les collaborateurs sont saturés d'informations. On rend des modules de e-learning assez ennuyeux, obligatoires sur différentes thématiques. Nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on veut qu'ils aient envie de consommer un contenu. Donc, en l'occurrence, c'est un contenu de sensibilisation. Et donc, la gamification est particulièrement efficace pour faire ça. Et quand on parle de gamification, en fait, c'est juste le fait d'activer des leviers de motivation. C'est-à-dire que je vais être motivé à parcourir un parcours de sensibilisation en fonction. Il y a différents leviers qui vont me motiver à faire ça. En gros, on a l'habitude de dire en termes de gamification qu'il y a 9 leviers de motivation qui existent. Et on va essayer un bon jeu. C'est un jeu qui va agir sur l'ensemble de ces leviers de motivation. Pour vous citer quelques exemples, par exemple, on a un levier de motivation qui va inciter les gens à réaliser une activité. C'est le levier de l'influence sociale. L'influence sociale, c'est quoi? C'est moi, je vais m'investir dans une activité uniquement si je sais que c'est une activité qui va se faire en équipe et que je sais que je vais pouvoir contribuer à une réussite collective. Voilà. Ça va être moi mon driver, mon levier de motivation. À côté de ça, on va avoir des personnes qui vont plutôt être motivées par le fait que moi, je m'en moque d'être en équipe ou pas. Par contre, ce qui va me motiver, c'est le fait de sentir qu'au fur et à mesure que j'avance et que je progresse, j'apprends des choses. Je deviens une meilleure personne. Je maîtrise le sujet. Ça va être mon driver, ça va être mon excitation. Et d'autre côté, on va avoir par exemple un autre levier de motivation, c'est ce qu'on appelle la possession. C'est un levier de motivation qu'on retrouve, qui est utilisé partout, un peu dans notre quotidien. Par exemple, la carte de fidélité. Une carte de fidélité va s'appuyer sur ce levier de motivation de la possession. C'est-à-dire que vous allez retourner potentiellement dans tel ou tel magasin parce que vous savez qu'à chaque fois que vous y retournez, vous obtenez un smiley ou je sais pas, une récompense de fidélité. Et plus vous allez en avoir, au bout d'un moment, vous allez obtenir une récompense. Ça, c'est un levier de motivation, la notion de possession. Voilà. Donc, tous ces leviers, on va essayer de les utiliser pour justement embarquer les collaborateurs dans l'activité qu'on leur met à disposition et en l'occurrence dans Valorisons, puisque c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, Valorisons, c'est le jeu qu'on a construit avec Suez. Ce jeu, c'est un format type escape game que je vais vous présenter juste après. Je vais vous faire une démonstration. Je vais juste vous montrer comment on l'a construit. Il est composé de 5 missions ou 5 épisodes, en fait, 5 séquences, on va dire, dans le jeu. Ces séquences-là, elles portent sur des thématiques différentes et elles vont être animées de manière différente. La première séquence, on va être sur la connaissance globale des déchets. On va parler de la durée de vie et de recyclage des différents matériaux, de l'évolution des consommations, d'utilisation et de recyclage du plastique et les conséquences de la production de déchets. On est vraiment sur une connaissance très macro sur les déchets. Cette première partie, ce premier thème, ça va prendre à peu près entre 7 et 10 minutes aux collaborateurs pour réaliser l'ensemble de ces contenus. En tout cas, pour parcourir l'ensemble de ces contenus. Et pour répondre en live à la question de Véronique, un mini-jeu, donc alors, on a un épisode, donc un épisode c'est un thème. Un thème va prendre entre 7 et 10 minutes et chaque mini-jeu c'est entre 2 et 3 minutes.
En gros, c'est à peu près ça. Donc, par exemple, sur le premier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va avoir un mini-jeu. Ça va me prendre 3 minutes pour le réaliser. Deuxième thème sur la production et la consommation en entreprise. Le troisième thème sur le tri, directement, le tri des déchets. Le quatrième thème sur le tri des biodéchets. Et enfin, le dernier sur le thème de l'économie circulaire. Donc, encore une fois, on est à peu près à 5 séquences de 7 à 10 minutes. Donc, en fonction du collaborateur, c'est-à-dire que si il réussit ou pas son module, il va recommencer. Et quelqu'un qui est à un niveau moyen, il va mettre 40 minutes pour faire l'intégralité. Ces 40 minutes, il peut les faire en une fois, en 2 fois ou en 10 fois. Peu importe, on est sur du principe toujours de micro-learning, c'est-à-dire que le collaborateur consomme ce qu'il a envie de consommer au moment où il a envie de le consommer. On ne le force pas à rentrer, à faire l'intégralité d'un coup, ça ne marche pas ou ça ne marche plus en matière de sensibilisation et de formation. On va vraiment lui proposer de faire des mini-séquences et de revenir, de repartir, etc. Concrètement, à quoi ça ressemble? Donc, comme je disais, une mini-série avec plusieurs épisodes et avec bien sûr une histoire et un storytelling. Donc, ce jeu, on va immerger les collaborateurs dans le monde de Manon. Le monde de Manon, c'est quoi? Manon, c'est une chaussure recyclée en l'occurrence, qui a perdu sa paire, qui a perdu sa sœur, sa moitié. Et pour retrouver sa paire, elle va devoir remonter le fil, on va dire, de l'histoire d'un déchet recyclé. Donc, on va mettre le collaborateur dans la peau d'un détective, où on va lui expliquer qu'il va devoir explorer une entreprise, différents endroits dans une entreprise pour trouver des indices qui vont lui permettre de retrouver cette chaussure, la fameuse paire. Et donc, pour faire ça, il va devoir explorer différentes zones dans l'entreprise. Donc, d'abord, je vais explorer le bureau HSE. Ensuite, je vais me rendre dans la salle de pause, puis à la photocopieuse, puis à la cafétéria, puis à l'open space. Chaque zone, chaque pièce correspond à un des thèmes que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si par exemple, je commence par le bureau HSE, en l'occurrence, je n'ai pas le choix, il faut que je commence sur le bureau HSE. On va être donc sur la thématique connaissance des déchets, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau. Et donc là, je vais dans le bureau HSE et grâce à la bibliothèque et à la connaissance de la personne en charge de la HSE, voilà, si certains d'entre vous sont en charge du HSE dans leur entreprise, c'est un bon moyen de mettre en avant aussi ce que vous faites et votre activité. Et donc, je vais devoir faire un premier mini-jeu sur cette thématique. Donc, on m'explique, voilà, alors comment ça va, vous intéressez aux déchets. Vous savez probablement, notre consommation a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Et si on commençait par remettre les choses dans l'ordre? Et là, je vais devoir classer ces déchets en fonction de leur durée de dégradation dans la nature. Et l'ordre final que je vais obtenir va me permettre d'obtenir un code qui va potentiellement me permettre de passer sur la deuxième étape de ce thème. Donc, je sais que là, par exemple, j'ai tous les déchets, donc j'ai quelques jours, 3 à 12 mois, etc. J'ai un indice ici, donc comme un retour aux sources, parce que forcément, on se dit que les gens ne savent pas forcément. Donc, je pense que le premier, ça va être les déchets végétaux, par exemple. Le deuxième, on me dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, mais pas indéfiniment, probablement être sur du papier. Là, l'objectif, c'est de clairement forcer le collaborateur c'est de le stimuler. C'est-à-dire que si je ne regarde pas les indices, je vais devoir essayer de me chercher une logique. C'est-à-dire, j'imagine que tout ce qui est à base de produits naturels, ça va davantage ça va se dégrader plus rapidement. Donc, par exemple, la pile, j'imagine que c'est le dernier, par exemple. Enfin, vraiment se forcer à trouver une logique. Et c'est en forçant le collaborateur à chercher cette logique qu'on va ancrer les messages. C'est ce qui nous différencie par rapport à d'autres e-learning un peu plus classiques. Ça va être très, je vais être plus passif. Je vais regarder une vidéo, je vais répondre à des questions. Là, on va vraiment essayer de les stimuler un maximum. Donc, déchets végétaux, les papiers. Ensuite, peut-être que le chewing-gum, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Il s'agit du second déchet le plus produit et jeté sauvagement par l'homme après le mégot de cigarette. J'hésite entre la canette et le chewing-gum. Je vais quand même mettre le chewing-gum. Ensuite, 200 ans. 200 ans comparé au temps de plaisir d'un soda. Ok, ça va sûrement être la canette. Ensuite, entre le verre et le sac plastique, je pense que le sac plastique, ça se dégrade plus rapidement et le verre, ça doit être très, 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 très long. Ok.
Donc, ça me donne un code, le BDFEACG. Si c'est le bon code, je vais pouvoir le saisir ici. Bon, là, en l'occurrence, je suis en mode démo. Hein. Donc, en mode démo, on me donne, j'ai la réponse qui s'affiche, hein, mais bien sûr, pour le collaborateur, on n'affiche pas la réponse. BDFEACG. Et si c'est ça, super, c'est la bonne réponse. J'ai un petit message de conclusion de ce mini-jeu-là. Et puis, je vais pouvoir enchaîner avec un deuxième mini-jeu, toujours sur cette même thématique. C'est une belle réussite, mais ce n'est pas fini. Pour être vraiment prêt à retrouver la porte de Manon, il faudra plus que ça. 20e minute, qu'on a une accélération du process naturel. Que savez-vous de cette évolution? Et là, on va me parler, par exemple, combien de tonnes de déchets sont produites par habitant par an et en France. Donc, je vais devoir répondre à ces différentes questions. Je pense que c'est une tonne. Mauvaise réponse. Bon, ok. Donc, je réponds à mes questions comme ça, et au fur et à mesure, j'avance et je progresse. Donc là, on voit que je suis sur le bureau HSE. J'ai fait le premier mini-jeu, j'en fais le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais je peux aussi m'arrêter là. Et si je reviens demain, je reprendrai d'ici. Également, en fonction de ma performance, là, par exemple, j'ai réussi du premier coup tout à l'heure à le code, et bien du coup, je vais gagner des points. Ces points, ils vont me permettre de progresser sur mon classement, enfin sur ma barre de progression individuelle. Donc là, on est en train de faire le jeu Le Monde de Manon. Pour l'instant, je suis au statut débutant, mais si je continue à performer comme ça, je vais bientôt atteindre le statut intermédiaire, puis avancer, puis expert. Je peux me comparer aux autres personnes de mon entreprise. Voilà, moi, en l'occurrence, on est deux. Mais je peux aussi voir comment je contribue à mon équipe, puisqu'on peut faire jouer les gens en équipe. Donc, je peux rejoindre un clan, donc une équipe en fait. Hein. Ça peut par exemple être souvent, on a des clients qui font des classements par. Alors là, on les a pas créés. Et on peut faire jouer les équipes, les collaborateurs en clan, et je vais avoir un classement par équipe. Et je vais voir par exemple le site de Besançon et devant le site de Marseille ou quoi que ce soit. Voilà un peu comment se passe, comment ça marche, comment ce jeu-là marche. Il est accessible sur n'importe quel appareil, PC, tablette, smartphone, et je n'ai absolument rien à télécharger. C'est-à-dire que je peux y accéder depuis. En fait, vous allez voir, on va vous donner un QR code, vous avez juste à flasher le QR code et vous allez pouvoir rejoindre l'aventure. Quand on le déploie pour les collaborateurs, on rajoute un système d'authentification parce que ce système d'authentification va nous permettre tout simplement de remonter de la statistique sur le niveau de connaissance des collaborateurs, pas forcément à l'échelle individuelle, mais au moins de les remonter par service. Et ça, c'est important, ça donne à nos clients de la matière, ça donne de la matière tout simplement sur le sujet. Je vais repartager le PDF. Ok, super. J'ai pas vu s'il y avait eu des questions en attendant. Non, pas de questions. Okay. Je veille. Super. Donc, je disais, accessible depuis PC, tablette, smartphone, depuis un navigateur web. Donc, vous envoyez un lien à vos collaborateurs, ils cliquent sur le lien, ils rejoignent l'aventure. Vous affichez un QR code dans vos salles de pause, ils flashent le QR code, ils rejoignent l'aventure. Et ensuite, en termes de modèle économique, comment ça marche? On a deux modèles. Un modèle où on va vous mettre sur une plateforme commune. Donc, en fait, c'est le modèle, on va dire, économiquement le plus accessible, où on va mutualiser une plateforme pour plusieurs entreprises. Bien sûr, les collaborateurs, les gens n'ont pas accès à la donnée d'authentification. Les données d'authentification sont privées. La seule chose, c'est que je vais pouvoir voir que potentiellement, j'ai sur cette même plateforme, j'ai l'entreprise EDF, l'entreprise Engie et l'entreprise Veolia qui ont constitué des équipes. C'est tout ce que je peux savoir. Anthony, j'ai une petite question de Marie-Gaëlle Richard qui demande si c'est personnalisable au nom de la société. Alors, parfait. J'ai l'impression que oui. Très bonne transition. Effectivement, deux possibilités. Soit on vous met un environnement commun, donc c'est le plus avantageux, c'est-à-dire qu'on reste sur une plateforme CiviTime avec un jeu à l'intérieur, on vous ouvre des accès pour vos collaborateurs sont rattachés à une équipe et la plateforme reste aux couleurs de CiviTime. Et là, on est sur un coût aux alentours de 20 € par utilisateur jusqu'à 100 utilisateurs. Et après, au-dessus de 100 utilisateurs, le coût est dégressif. Donc voilà, là, on fait des offres sur mesure, mais pour vous donner une idée, plateforme commune, sans collab, on est à peu près à 2 000 €. Ensuite, on a la plateforme dédiée, où là, effectivement, elle va être personnalisée. L'URL, le lien va être personnalisé à l'entreprise. Le logo, l'univers visuel va être personnalisé à l'entreprise. Et on peut même personnaliser le jeu, le contenu du jeu aux actions mises en place par l'entreprise.
Donc là, par contre, ça nécessite d'avoir un environnement dédié, forcément, parce que les éléments de personnalisation d'une entreprise ne sont pas les mêmes que l'autre. Donc on rentre sur du sur-mesure. Et là, on vous fait une plateforme dédiée. Forcément, il y a un coût supplémentaire parce qu'il y a un coût de paramétrage, d'hébergement, etc., qui est de 2 500 € supplémentaires en plus des 2 000. Donc en gros, ça nous fait, pour le même nombre d'utilisateurs, à 4 500 €, vous avez votre jeu avec vos couleurs et vous faites jouer vos collaborateurs. On vous accompagne dans la communication aussi. Hein. On vous met à disposition un kit de communication avec des visuels, des bannières à mettre sur vos réseaux sociaux, des newsletters, des exemples de newsletters, des affiches, par exemple. On vous met ça à disposition pour communiquer et maximiser, avoir un maximum de collaborateurs. Et bien sûr, vous avez accès en temps réel au tableau de bord pour suivre l'évolution, enfin, le taux de participation, le taux de complétion, c'est-à-dire est-ce que les gens vont jusqu'au bout ou pas, et et ensuite, vous avez accès également à la performance. Donc, est-ce que sur la thématique connaissance des déchets, quel est le niveau de connaissance de mes collaborateurs là-dessus? Sur le tri des déchets, quel est leur niveau de connaissance? Et on va vous donner ces datas-là, qu'on est capable du coup de segmenter par métier et par département, par exemple, de l'entreprise, pour derrière vous permettre d'avoir des actions de sensibilisation supplémentaires plus ciblées. Ça ne sert à rien d'aller sensibiliser des gens qui sont déjà ultra sensibles et très convaincus et qui connaissent beaucoup de choses sur le sujet. Eux, il faut plutôt les amener à l'étape d'après et en faire des ambassadeurs, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui ont besoin d'être encore sensibilisés. Il y a une question de Lise Aurélia Bernard qui demande si pour la version environnement dédiée, le nombre de collaborateurs est illimité. Alors, en fait, on peut mettre autant de collaborateurs qu'on veut. C'est juste que, pour le prix annoncé, le nombre de collaborateurs n'est pas illimité. Et en fait, on va avoir un prix qui va être dégressif en fonction du nombre de collaborateurs. Donc, plus il y a de collaborateurs, moins c'est cher. En tout cas, moins le coût par collaborateur est cher. Donc, Lise Aurélia, en fonction du nombre de collaborateurs, on pourra en rediscuter après, mais vous nous dites et on peut vous faire un chiffrage et vous dire, voilà combien on peut intégrer dessus. Sachant que souvent, ce qui se passe, des entreprises avec, par exemple, on travaille avec L'Oréal au niveau monde. L'Oréal, c'est 120 000 collaborateurs dans le monde, je crois. On prend pas forcément, ils nous prennent pas 120 licences. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition, je sais pas, on a mis, je crois, 30 000 licences à disposition. Et si on atteint rapidement le plafond des 30 000 licences, à ce moment-là, on va voir le client, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez ouvrir pour d'autres ou pas? En tout cas, voilà, on essaie de le manager, de le gérer au mieux pour pas avoir des licences inutilisées, mais plutôt maximiser la rentabilité, en tout cas, toucher un maximum de personnes. On a trois objections qu'on met en avant, mais qu'on a l'habitude d'avoir et auxquelles vous pouvez peut-être avoir à faire face demain quand vous êtes, si vous devez des actions de sensibilisation à vos managers, à un CODIR, à un COMEX. La première objection qu'on a, c'est mais vous savez, nous, dans notre entreprise, la moyenne d'âge, c'est 50 ans, et puis les collaborateurs, ils sont pas du tout digital natifs. Non, franchement, ça marchera jamais. Voilà, ça. Objection numéro 1. Alors, à ça, plusieurs éléments. Les entreprises dans lesquelles on a les meilleurs taux de participation sont les entreprises chez qui on a la moyenne d'âge la plus élevée. Déjà, c'est la première chose. Donc, l'âge n'a absolument rien à voir avec les taux de participation qu'on peut avoir. J'ai même envie de dire quasiment presque, au contraire, tout le monde est joueur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tous drivés. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les leviers de motivation. On va pas forcément entre un jeune de 25 ans et une personne plus senior de 55 ans, on va pas avoir les mêmes leviers de motivation, mais par contre, on va quand même être sensible à des leviers. Peut-être que la personne de 55 ans, ce qui va l'animer, c'est d'être dans la même équipe que son voisin d'à côté. Alors que le jeune, ça va être d'être dans un classement individuel et de pouvoir battre les autres. Donc, ces leviers de motivation, ils sont vrais pour tout le monde, quel que soit l'âge. Ensuite, sur le sujet de l'outil informatique, c'est-à-dire que souvent, on a des entreprises, notamment dans l'industrie, dans la logistique, où les collaborateurs sont déconnectés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès ils n'ont pas de PC, ou d'équipement informatique. C'est pour ça qu'on met en place, et c'est là où le jeu est un excellent moyen. C'est-à-dire qu'on va créer des campagnes d'affichage dans les espaces communs, dans les bases de vie, dans les salles, dans les pauses café, où on présente le jeu de manière très marketée. Il faut donner envie, il faut que ça soit sexy, avec un QR code. Et le collaborateur va juste avoir à flasher le QR code pour rejoindre l'aventure. Et parce que c'est un jeu, on se rend compte que la plupart des collaborateurs acceptent de le faire avec leur smartphone personnel.
Ils perçoivent ça comme un jeu, un peu comme un cadeau que leur fait l'entreprise. Donc, ils vont prendre leur smartphone perso en pause, ils vont flasher et ils vont rejoindre l'aventure. Si vous leur demandez de faire ça avec un e-learning, il y a de fortes chances que ça n'accroche pas, qu'ils refusent d'utiliser un smartphone personnel. Mais parce que c'est un jeu, ça passe. Et enfin, la notion de manque de temps, qui est aussi une objection, c'est pour ça qu'on fait du micro-learning. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça ne prenne pas plus de temps. C'est que ça se fasse sur la pause café ou que ça se fasse en 5 minutes, pas plus de temps que de lire une newsletter que vous pourriez envoyer pour les sensibiliser au sujet. Voilà. Donc, quand on a des managers parfois qui disent oui, non, mais moi, mes équipes, elles n'ont pas le temps. Ok, très bien. Et bien, nous, ça va prendre 5 minutes max et je peux vous assurer qu'en fait, parce qu'elles vont avoir envie de le faire, elles vont prendre le temps et vous n'aurez même pas besoin de les forcer à le faire. Ça, c'est pour la partie objection. Et enfin, sur les 3 piliers de la réussite, donc là, si on fait ce webinaire là forcément avant la semaine européenne de la réduction des déchets, c'est parce que là, le produit que je vous ai montré, il est clé en main. Vous me dites, ok, moi je le veux pour mes collaborateurs. Demain, vous pouvez l'avoir sur un URL dédié ou pas dédié. Alors, sur la plateforme commune, vous pouvez l'avoir même ce soir, mais c'est vraiment prêt à l'emploi. Ensuite, si vous voulez personnaliser, il y aura sûrement un peu de délai de gestion de projet, mais sinon, c'est prêt à l'emploi et accessible dès demain. L'avantage aussi, c'est le fait qu'on crée des dynamiques en interne de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait que ça soit en équipe, ça crée vraiment une émulation et les retours qu'on a de nos clients, c'est que les gens en parlent à la machine à café. Et ça, c'est génial. Alors, non pas parce qu'on parle du jeu à la machine à café, c'est pas ça. Mais si on commence à parler du sujet, en fait, notre objectif, c'est de créer de l'émulation. Et c'est intéressant que les gens à la machine à café disent « Ah, j'ai vu, tu te rends compte, tu savais que les chewing-gums, c'était le deuxième déchet le plus jeté par l'être humain après le mégot de cigarette. » Voilà. Si on a ce genre de conversation à la machine à café, c'est le début de quelque chose qui est en train de s'ancrer auprès des collaborateurs. Et enfin, l'autre gros avantage d'un dispositif gamifié, je ne parle pas forcément de CiviTime, mais plus globalement, il faut rompre avec l'existant. Il faut rompre avec les outils de formation et de communication qu'on a l'habitude d'utiliser en entreprise, parce qu'on ne veut pas que ça soit perçu de la même façon. C'est-à-dire que quand on déploie une stratégie, on ne veut pas que la RSE ou le développement durable soit perçu comme la RGPD. Je suis assez caricatural quand je dis ça, mais c'est vraiment ça le fond du sujet. C'est que si pour déployer la RGPD dans votre entreprise, vous avez utilisé des e-learning classiques et que vous faites la même chose pour la RSE, message pour le collaborateur, c'est OK, on est encore sur un sujet réglementaire et ils vont encore nous bassiner avec ça pendant un moment. C'est absolument pas ça qu'on veut provoquer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils perçoivent ça comme qu'ils s'intéressent au sujet, qu'il ait envie et qu'il s'intéresse au sujet, et même à terme qu'ils le perçoivent comme une opportunité. Donc, il ne faut pas utiliser les mêmes canaux de communication que d'habitude, et il faut varier les dispositifs et rompre un peu avec l'existant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, sur la partie plutôt de l'outil et du jeu. Alors, je ne sais pas si je suis passé à côté de questions ou pas forcément. Non, je n'ai pas l'impression. Non, on a tout rien. Bon, j'espère qu'on vous a convaincu que le tri, c'était important. Et même s'il faut d'abord réduire ses déchets, et pour bien trier, il faut des bons outils. Et c'est aussi pour ça qu'on est là tous les deux pour vous parler de tout ça. Voilà. C'est assez évident pour Suez comme pour nous de se dire, nous, on a cette envie de créer un jeu en lien avec cette thématique-là. Et en discutant avec Suez, on s'est rendu compte que c'était assez évident qu'il y a l'expertise métier et la sensibilité de se dire, on va unir, on va dire, nos forces respectives et de créer et de co-créer ce produit qui aujourd'hui, avec le contenu, le coup de tampon Suez et le format, le coup de tampon Civico. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, vous voyez à l'écran un QR code que vous pouvez flasher pour tester le jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est uniquement un environnement de test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, entre guillemets, fait sauter le système d'authentification, juste pour que vous puissiez tester rapidement. On a enlevé le système d'authentification et on a enlevé le système d'équipe et de classement. Parce qu'en en fait, tout simplement parce que pour être dans un classement, il faut à un moment donné qu'il y ait un profil de créer. Donc, en fait, c'est lié au système d'authentification. Bref, je vous passe les détails, mais donc, sachez que la version que vous allez pouvoir tester là, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de gamification.
C'est néanmoins pour vous donner une idée de l'expérience utilisateur et de la manière dont ça peut se dérouler. Vous avez donc un lien dans le chat aussi, vous avez un lien, si jamais vous n'avez pas de quoi scanner sous la main, vous avez un lien dans la conversation et ça arrive au même endroit. Super. Ouais, merci Alban. Et Alban, petite question, l'environnement, il reste accessible longtemps? 31-10. Ok. Encore un mois. Ok, bah écoutez, j'espère qu'on a été clair. Merci encore beaucoup à toi, Catherine, voilà, pour ces messages et encore cette évangélisation de la gestion des déchets et du tri. Merci pour l'invitation. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, voilà, revenez vers nous. Je pense que si vous êtes là, si vous avez dû recevoir des emails ou des invitations de la part des équipes d'Alban. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir de soit de faire une démonstration plus poussée, vous faire un chiffrage, de voir ce dont vous avez besoin. Et si vos sujets sont plus larges que la gestion des déchets et touchent vraiment à tout le scope de la RSE, discutons-en. On a des produits comme celui qu'on vient de vous montrer, on en a une trentaine sur étagère, sur les thématiques variées en multilangue. Donc voilà, je parle du multilangue et Capucine nous parle de l'Italie. Alors oui, effectivement, on a des contenus en italien. On a des contenus en italien de sensibilisation. Donc, oui, on peut avoir. Il faut voir, je ne sais plus si celui-ci, on l'a traduit en italien, celui-ci exactement. Il est 14h54, on a dépassé 9 minutes. On va vous laisser. Encore merci Catherine, merci Alban qui nous écoute de l'autre côté pour l'organisation. Et puis bonne journée, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et bonne semaine européenne de la réduction des déchets pour ceux qui l'animent. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci Anthony, au revoir.